Je voudrais souligner que la démarche de Felwinsar dans La Fabrique du présent, mais aussi dans Afrotopia et dans ses autres ouvrages, ne va pas de soi. Ce ne sont pas des ouvrages simplement originaux. Je pense qu'ils viennent bousculer quelque chose. C'est une attitude, une disposition à avoir et à entretenir aussi contre le vent, hein, qui a la tendance à recouvrir de sable et de poussière aussi, ce qui n'est pas constamment réactivé. Je le dis encore une fois à partir de ma propre expérience, y compris depuis mon arrivée au LASPAD, parce que j'y mène un programme d'études sur le multilatéralisme, depuis l'Afrique, entre guillemets, mais il m'a fallu préparer cette table ronde pour me replonger dans les concepts qui avaient été présentés, notamment dans les ateliers de la pensée, et puis réutilisés dans Afrotopia et que l'on retrouve dans la fabrique du présent. Ce que je veux dire, c'est que dès que l'on s'en écarte, on retombe très rapidement dans nos silos disciplinaires. Il suffit pas d'avoir lu Afrotopia ou La Fabrique du présent juste pour l'appliquer. Je dirais que ce sont presque des ouvrages matriciels que l'on devrait garder dans sa poche et ressortir régulièrement, un petit peu comme Le Prince de Machiavel ou Les thèses sur l'histoire de Walter Benjamin, L'encre des savants de Bachir Diagne, par exemple, qui sont, je pense, autant de piliers pour sortir de la grande nuit, pour paraphraser Fanon. Avant La Fabrique du présent, Felwinsar avait publié Méditation africaine en 2020, où il présente une définition du terme Wolof Nangu. Donc Nangu qui, bien sûr, veut dire acceptation, accepter. Mais Felwinsar rajoute dans sa définition, donc dans la fabrique dans Méditation africaine, ouverture de son être au tout, repos confiant en la réalité manifeste et en celle du devenir. J'insiste sur cette définition parce qu'elle me fait penser à deux autres concepts, l'un philosophique et l'autre qui relève un peu plus de la psychologie. Le premier, donc le concept philosophique, c'est celui de résonance, proposé par Hartmut Rosa, et qu'il définit comme une disposition aussi, une disposition à écouter, à recevoir sans provoquer, dans un contexte que rappelait Pape Diallo tout à l'heure, dans un contexte d'accélération. Donc ça, c'est le concept de résonance. Et le concept plus psychologique, c'est celui de déprise, que j'ai découvert chez Clotilde Leguil, qu'elle définit comme le fait d'accepter de perdre le contrôle dans une rencontre, de se voir avec les yeux de quelqu'un d'autre. Et je trouve que ces éléments se retrouvent beaucoup dans vos écrits, et en particulier dans La Fabrique du présent, et qu'ils contribuent à repousser certaines frontières disciplinaires et à enrichir les discussions épistémologiques. Lire La Fabrique du présent, c'est pas seulement lire La Fabrique du présent, c'est ne pas consentir aussi à l'imposition de récits, de pratiques et de méthodes qui sont souvent présentées comme naturelles ou comme relevant du bon sens. Le rationalisme économique, par exemple, mais aussi la fascination pour la puissance. On a beaucoup, nous, en sciences politiques. C'est aussi faire un choix méthodologique et épistémologique qu'on qualifie beaucoup, alors aujourd'hui, de complexe, hein, en référence à Edgar Morin, avec bien sûr une exigence de pluridisciplinarité, mais pas seulement. Il s'agit aussi de ne pas se focaliser sur un seul facteur explicatif. Il est aussi question de repenser notre accès à la connaissance au-delà des cadres scientifiques, en prenant en compte plusieurs récits et plusieurs rapports au monde. Tout ça est présent dans la fabrique du présent. En effet, les sociétés n'approchent pas le réel d'une seule manière. Les sciences sociales devraient émaner de ces représentations, plutôt que de leur plaquer des modèles préexistants. Quels objets aborder? Quelles méthodes pour y parvenir? Ce sont des questions qui sont souvent posées aujourd'hui, mais à laquelle finalement nous proposons peu de perspectives. Dans la fabrique du présent, je trouve que, professeur Felwinsar, vous rejetez aussi l'idée qu'un individu puisse construire sa pensée isolément de ce qui l'entoure, avec un découplage radical entre le sujet et l'objet. Et ces questions épistémologiques, donc, renvoient à la première thématique que nous allons aborder ce matin. La deuxième thématique dont il va être question est celle du changement dans les sociétés. C'est le titre du livre, d'ailleurs. C'est du titre du livre dont il va être question, qui fait l'objet de quelques développements par Felwinsar au début de son texte. Peut-on fabriquer le présent? Ou est-ce que les sociétés sont-elles tributaires de tendances historiques, d'une philosophie de l'histoire dont elles ne pourraient pas s'extraire? Et je pense que Felwinsar Felwinsar emploie dans son texte le terme de forge, que je trouve très très intéressant, il implique l'idée d'un effort presque physique,
mais aussi l'idée de l'orfèvrerie, d'être très minutieux dans ce que l'on fabrique. En sciences politiques, on distingue classiquement la formation de l'État de la construction de l'État. La première relève d'une sédimentation sur plusieurs siècles, sans être nécessairement linéaire d'ailleurs, et la seconde est plus directe, elle est façonnée par les actions humaines. Et je crois que c'est à l'intersection aussi entre la philosophie de l'histoire et la science politique que se situera cette deuxième thématique. La troisième thématique qu'on va voir, ce sera celle des prétentions universelles des modèles de développement, modèles en réalité culturellement situés, hein. Et ce qui nous intéressera ici, c'est l'inscription du travail de Felwinsar dans un héritage peut-être plus vaste sur ces questions, car ces questions ont déjà été posées en des termes comparables hein, par Senghor, Nkrumah, Walter Rodney, etc. Et la quatrième thématique que l'on abordera, c'est celle de l'apport conceptuel de l'ouvrage. Pour ceux qui l'ont lu, j'imagine que vous avez repéré donc, le concept de capacité qui est mobilisé, utilisé par Amartya Sen, celui de démocratie substantielle, qui est aujourd'hui beaucoup employé par Nadine Machikou. Et ce sera l'occasion, j'espère, pour Felwinsar de nous en dire un peu plus sur son compagnonnage intellectuel lorsqu'il est à sa table de travail. Et une cinquième thématique, si on en a le temps, pour aborder un aspect peut-être plus original de cet ouvrage, qui est le souci de considérer l'économie non comme une science du marché, mais comme une science du vivant aussi. C'est ce sur quoi vous terminez hein, votre ouvrage. Et donc, on rentrera dans le détail de cette démarche et on en exposera aussi les conditions de réalisation. Voici pour le programme de la matinée, donc sur les différentes thématiques que l'on va aborder. Je vous ai présenté les panélistes, auxquels je laisse maintenant la parole pour un premier tour de table avec un propos général sur l'ouvrage. Dans un premier temps, Maurice Oudiekdione, professeur Maurice Oudiekdione, si vous voulez nous exposer un petit peu comment vous avez lu aussi cet ouvrage. Et écoutez, je vous propose qu'on suive l'ordre de la table avec Mohamed Ba, puis Blondin Cissé et Adja Aminata interviendra ensuite. Merci beaucoup. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureux, très honoré d'être parmi vous pour discuter au ouvrage de Felwinsar, La fabrique du présent pour des utopies en actes. Alors, pour cette présentation, j'ai formulé une perspective de communication ainsi qu'il suit. Analyser un avenir de liberté, de dignité et d'humanité en Afrique, posture épistémologique, dynamique et contrainte. Alors, le titre étant un résumé du sujet, il convient d'abord de procéder à une élucidation sémantique des concepts. La fabrique suggère d'abord une idée de création, de production. La fabrique, c'est donc l'acte de créer, de produire, et c'est aussi le lieu même de cette production et de cette création. La fabrique suggère aussi une idée de travail. Le travail est une activité humaine qui vise intentionnellement à transformer le monde. Le travail suppose de fournir de l'énergie, des efforts, des sacrifices, de supporter des peines, de faire preuve d'endurance, de résistance et de résilience, parce qu'à l'origine, étymologiquement, le travail proviendrait du latin tripalium, qui est un instrument de torture à 3 pieds, mais la pénibilité du travail est la source même de l'émancipation de l'homme et de la préservation de sa dignité. L'ouvrage de Felwinsar est aussi articulé autour de l'idée de l'économie de la dignité. Voltaire ne disait-il pas que le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. La fabrique du présent, qu'est-ce à dire? Il y a une dimension à la fois temporelle et existentielle du présent, définie par l'auteur comme ce temps de la coïncidence de l'être et de l'existence vécue, page 12. Mais un présent qui n'est ni immédiateté, ni instantanéité. Qu'en est-il alors du sous-titre pour des utopies en actes? L'utopie vient du grec utopos, qui signifie en nul lieu, et renvoie à un système de conception idéaliste des rapports entre l'homme et la société qui s'oppose à la réalité présente et travaille à sa modification.
L'utopie n'est donc pas déconnectée de la réalité. C'est un temps et un lieu à faire advenir. Selon Victor Hugo, l'utopie, c'est la vérité de demain. Pour des utopies, un acte implique alors un ancrage de la théorie dans l'empirie, une alliance et un alliage entre l'idéal et le réel, un avenir rêvé et pensé avant d'être continuellement produit dans le temps présent qui s'écoule dans la conciliation et la réconciliation du passé et du futur. Je ne peux manquer par rapport à cette entreprise intellectuelle immense, factuelle également, de faire un clin d'œil à Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme lorsqu'il affirme « Je fais l'apologie systématique des sociétés détruites par l'impérialisme. Elles étaient le fait, elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Elles n'étaient malgré leurs défauts ni haïssables ni condamnables. Elles se contentaient d'être. Devant elles n'avait de sens ni le mot échec ni le mot avatar. Elles conservaient intact l'espoir. Cet espoir est aujourd'hui ressuscité par l'ouvrage de Felwine Sarr, La fabrique du présent, problématisé autour des sociétés africaines, autour de cette idée. Comment faire advenir pour la grande majorité de leur population, comment faire advenir pour la grande majorité de leur population dans le temps présent l'expérience d'une vie digne et épanouie, page 8, autrement dit, comment créer les conditions d'une vie commune qui assure la dignité des existences et leur plein épanouissement, et de penser cette fabrique dans ses modalités, ses défis, son ingénierie, ses impasses et ses apories. C'est alors toute la question de l'instauration d'une économie politique de la dignité dans une montée asymptotique en humanité. Il s'agit de penser l'Afrique dans une perspective holistique comme une réalité géographique et historique, métaphorique et téléologique, d'élévation et de bonification perpétuelle de la dignité humaine. Alors, la réflexion autour de l'ouvrage de Felwine Sarr, La fabrique du présent pour des utopies en acte, est articulée autour de deux axes complémentaires. D'une part, les intentionnalités de structuration de la fabrique et d'autre part, les modalités d'effectuation de la fabrique. Les intentionnalités de structuration de la fabrique. Alors ici, il s'agit de voir les principes, les orientations, les fondements idéologiques, axiologiques et épistémologiques qui inspirent, nourrissent et guident la fabrique. Nous avons l'écologie de l'action, c'est-à-dire que l'auteur se positionne dans un rapport à la complexité, à l'aléa, au hasard, à l'initiative, à la décision, à l'inattendu, à l'imprévu, à la conscience des dérives et des transformations. Il s'agit, selon Felwine Sarr, de regagner la souveraineté sur les ressources de ces territoires quant à l'Afrique, sur leur usage, leur valorisation, sur leur mise en circulation dans les circuits de l'échange international, sur la fixation des prix, sur leur préservation et leur régénération. Page 15. L'auteur poursuit également en disant que ce travail de souveraineté qui se décline à travers plusieurs aspects, sécuritaires, sanitaires, alimentaires, énergétiques, informationnels, doit être porté par les universités africaines, les chercheurs qui devraient se pencher sur ces questions dans une recherche sur la dépendance économique de l'Afrique qui pourrait être menée afin d'en démêler les nœuds et de s'en libérer. L'auteur parle aussi de la prédation, se positionne par rapport à la prédation des élites africaines et estime qu'il faut régler les questions de gouvernementalité, les questions de redevabilité, de reddition des comptes, de contrôle démocratique et citoyen. Page 15-16, il parle également de matérialiser les téléonomies, c'est-à-dire penser le sens des évolutions sociétales à travers une orthogenèse qui est un concept emprunté à la biologie. Alors ici, deux questions essentielles vont se poser par rapport au continent africain. Comment accélérer sa mutation culturelle et accoucher de l'inédit
dont elle est porteuse? Comment orienter son orthogenèse dans le but de s'achever, dans le but d'achever sa mutation économique, politique, sociale, écologique et culturelle dans le sens des finalités qu'elle se donne? Alors, on a ici toute la question de la souveraineté intellectuelle, politique et culturelle qui revient. La production des téléonomies, c'est ce qui fait advenir le changement social souhaité. Et pour le faire advenir, il faut véritablement se fonder sur l'éducation, sur la pensée, sur les récits, les mythes, l'imaginer et l'imagination. Il faut aussi questionner le contenu des savoirs et leurs a priori pour en extraire la colonialité, le patriarcat, la violence, la domination, penser les contenus éducatifs par rapport à leurs implications en rapport avec l'intelligence artificielle. Alors la question des savoirs, comment associer, fédérer, interféconder les différentes sources de savoir et sortir de ce piège de la monoculture du savoir, page 30, où où l'on devrait pouvoir intégrer les connaissances mystiques et ésotériques du Yalchor en milieu séraire, les compétitions d'invulnérabilité dans les cérémonies de doute, d'initiation en matière thérapeutique. Donc, comment la technoscience a instauré une monoculture du savoir et comment cette monoculture du savoir est porteuse d'épistémicide, c'est-à-dire d'effacement, de destruction, de disqualification de systèmes de savoir, de culture ou de peuples dominés au profit d'un savoir présenté comme supérieur. L'auteur nous invite donc à ce travail pour voir quelles sont les possibilités d'interfécondation, de penser et d'expérimenter ces lieux transépistémiques. Alors, la révolution épistémique également se poursuit à travers les institutions. Comment produire un droit en accord avec les visions du vivre ensemble? Comment sortir de cette importation mimétique de technologies sophistiquées de gouvernement, souvent en décalage et en déphasage avec les réalités et les possibilités du terrain sociologique? L'auteur nous invite donc à réécrire l'histoire en intégrant des mémoires plurielles, y compris celles des faibles, des subordonnés, des marginaux et des dominés, de faire de la contre-histoire donc, et même de l'histoire contrefactuelle, c'est-à-dire l'uchronie, qui teste la relation entre ce qui est et ce qui aurait pu être. C'est une reconstruction critique des sciences humaines et sociales à partir des dynamiques propres des sociétés africaines. Ce qui nous ramène ainsi à cette ambition ou à cette force de Prométhée, celui-là qui a volé le feu aux hommes, aux dieux pour le révéler aux hommes. Mais pour l'auteur, il s'agit de passer de la libido siendi, le désir de savoir, à la libido dominendi, le désir de dominer. L'homme doit être maître et possesseur du vivant et finit par mettre en péril les possibilités de survie sur Terre pour les humains. Donc, il s'agit de réconcilier la dimension prométhéenne de conquête du monde avec la dimension épiméthéenne de sagesse qui permet de perpétuer de manière harmonieuse le vivant. Pour que le savoir permette non point de détruire la vie, mais de la préserver, de la nourrir, de l'intensifier, d'accroître la maturité, la densité et la qualité de la vie. Et dans cette perspective, naturellement, les violences structurelles qui sont faites aux femmes, les injustices, les handicaps structurels et les entraves doivent être dépassés. Felwine nous invite aussi à explorer la forge du politique, où on a cette contradiction entre la démocratie formelle qui se ramène à des élections et la démocratie substantielle, c'est-à-dire la prise en compte et des préoccupations concrètes des citoyens à travers des politiques publiques pertinentes et efficaces. Une crise donc de la démocratie représentative qu'on retrouve un peu partout, démocratie dominée par des oligarchies économiques et financières et par des élites intellectuelles et médiatiques. Il s'agit de produire des formes originales représentative et délibérative, participative aussi de démocratie, qui inspirent du meilleur de leur culture politique endogène, mais aussi des meilleures pratiques de l'histoire institutionnelle du monde, page 65. Donc ici, ça me renvoie à cette idée chère à Léopold Sédar Senghor, l'enracinement et l'ouverture, comment s'ouvrir aux apports extérieurs fécondants
du monde, mais aussi comment s'enraciner dans nos valeurs de civilisation pour certes s'imprégner, actualiser les principes fondamentaux structurels de la démocratie, mais en les adaptant à nos réalités. Et pour cela, de nous reconnecter avec l'Afrique traditionnelle, avec la palabre, la gestion de la diversité et de la pluralité, avec les modèles des États plurinationaux d'Amérique latine et des empires pluriethniques de l'Afrique médiévale. Et nous voyons malheureusement que cette problématique du mimétisme institutionnel entraîne un détournement des principes fondamentaux de la démocratie par la prolongation de la durée et du nombre de mandats, la manipulation des votes, l'exclusion des opposants à la participation des élections, la répression des libertés, dont celle d'expression, les élections formelles antidémocratiques, cherchant le satisfecit de la communauté internationale et pas l'expression de la volonté populaire. Il est donc question aussi d'un temps de la révolution des imaginaires parce qu'on ne peut pas changer la société sans travailler sur les imaginaires. L'auteur formule une hypothèse fort remarquable. Toute transformation sociétale profonde est soutenue par une révolution des comportements qui à la fois produit le changement et le rend durable. Page 79. Donc, la révolution des imaginaires se fonde sur l'exigence de dignité. Elle se fait consciemment dans des espaces de l'éducation et de l'édification des représentations et du sens et dans les lieux discursifs, page 81 à 82. Et cette entreprise doit être portée par ceux-là que l'auteur appelle les souffleurs de cette forge, que sont les écrivains, les artistes, les chercheurs, les inventeurs, les philosophes et les maîtres spirituels authentique. Le sens de la qualité aussi du lien social est donc mis en avant, qui permet donc de nous poser la question de l'humanité et de son devenir à travers le transhumanisme. On est dans un monde où on a tendance à artificialiser et dénaturer les conditions de la vie. Alors, il ne s'agit plus de poser la question qui sommes-nous, mais qui voulons-nous devenir comme espèce? Et donc, c'est tout cela par rapport à quoi l'Afrique doit faire attention pour comprendre et prendre acte du fait que notre condition d'humain vivant est consubstantiellement liée à celle du vivant et aux interactions que nous entretenons avec lui. L'auteur parle d'ontologie existentielle pour soigner et réparer le vivant qui est nécessaire, car à travers ce geste, nous auto-réparons et nous nous auto-préservons. Et ce qui nous amène aussi à la nouvelle écologie des liens, c'est-à-dire reconstruire des ontologies relationnelles, à la cosmopolite de l'hospitalité, parce que l'auteur estime que la règle de l'hospitalité relève d'une intelligence de la possible réversibilité de la condition d'accueillant et d'accueilli, page 172, pour poser toutes ces problématiques dirimantes de l'immigration, que ce soit en Europe, que ce soit dans le désert et autres, et de la circulation également des élites et plus généralement des personnes et de la solidarité que cela implique, notamment pour les nations développées. Une vie commune et une communauté politique qui est souvent marquée par la guerre, la remise en compte, la cause du droit international et le retour de la puissance. Il faut faire communauté à travers le concept d'Ubuntu, sortir de cette humanité fragmentée dont parle Souleymane Bachir Diagne pour entrer dans l'humanité partagée. Alors, deuxième mouvement de cette forge, c'est-à-dire que là, ce sont les principes. Comment le travail de production doit être inspiré par quelles valeurs? Et ensuite, on en vient à une autre dimension qui est fort essentielle et complémentaire à la première, les modalités d'effectuation de la fabrique. Autrement dit, comment sont fabriqués concrètement les produits de la forge? Alors ici, nous avons le chapitre Fabriquer le réel, la pensée et l'action qui va nous intéresser particulièrement, et une économie politique de la dignité, ensuite une économie du vivant. Alors, comment fabriquer le réel, la pensée et l'action? C'est extrêmement intéressant cette partie, parce que pour l'auteur, l'action doit être préalablement pensée,
Ça nous rappelle un peu Karl Marx qui disait que ce qui différencie l'abeille la plus experte et l'architecte le plus nul, c'est que l'architecte a commencé par se représenter la maison dans sa tête. Donc, pour dessiner les contours, préciser les objectifs, les moyens et déterminer la méthode, le sens, les finalités et les principes éthiques qui guident l'action, l'auteur nous dit qu'il faut se poser certaines questions. D'abord, qui doit agir et comment agir, c'est-à-dire la légitimité de l'action. Ceux qui doivent agir sont les principaux concernés. On a tendance à dire souvent que ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Mais ici, l'auteur nous invite à impliquer les acteurs, les vrais acteurs, à agir avec les communautés et à partir des communautés, à se mettre à l'école des savoirs et des savoir-faire des communautés. L'action laboratoire, ce qu'il appelle l'action laboratoire, pour apprendre de l'action elle-même, de ses lieux, de ses contextes, et développer une pensée itérative, c'est-à-dire, comme dit l'auteur, des processus itératifs, interrétroactifs, avec des effets pour une part prévisible et pour une part non prévisible. C'est de se fonder sur tous les savoirs, le savoir de la communauté scientifique, mais aussi ceux des communautés avec lesquelles on entre en relation, leurs ressources gnoséologiques, épistémologiques et expérientielles, leur mode d'organisation, leurs techniques, leur expertise, leur mémoire ancienne, le répertoire des réponses opérationnelles qu'elles ont constituées dans le temps long, les hiérarchies qu'elles établissent dans leurs besoins et leurs priorités, distinguer besoins, nécessités et désirs. Cela nécessite d'articuler un dialogue entre ces savoirs et de créer un espace qui permet leur interfécondation, comme je le disais tout à l'heure. Donc, privilégier le temps propre. Le temps propre, c'est un peu se libérer d'une temporalité de l'urgence, interroger la notion de résultat et d'objectif et privilégier celle d'acquis expérientiel. Privilégier les méthodologies d'évaluation d'impact qui permettent une lecture multicausale de la réalité. Et tout cela nous amène à une action à visée transformatrice qui peut être envisagée, conçue comme un lieu épistémique, un lieu qui informe, un espace qui produit du savoir, des savoirs et des savoir-être, un lieu autotransformateur. Alors, nous sommes dans l'autre aspect, c'est l'économie politique de la dignité. L'auteur définit la dignité comme étant ce qui ne saurait faire défaut à toute vie. Elle est le soin et le respect qui lui sont dus afin qu'elle ne soit pas amputée, qu'elle vaille la peine d'être vécue, qu'elle s'épanouisse et atteigne la plénitude. Felwinsar poursuit de manière concrète. Il s'agit de créer les conditions économiques, politiques, écologiques et sociales afin que tous les individus accèdent aux moyens d'une vie décente, capital social, protection sociale, revenus actifs, leur garantir un accès à la santé, à la sécurité, à l'éducation, préserver leurs droits et libertés. Alors, je vais rapidement conclure parce que le sujet est très passionnant. Alors, je vais poser en fait des questions à l'auteur, à Felwine. C'est vrai qu'il nous a montré un peu les principes, les valeurs par rapport auxquelles ce travail doit être fait. Cette fabrique doit être effectuée au profit de l'Afrique. Alors la question que je me pose, c'est des questions plus concrètes. Parce que Felwine est un brillant intellectuel, mais un spécialiste de l'économie. La question que je me pose, c'est lorsque vous donnez l'ouvrage à un homme d'État, comment il fait? C'est-à-dire, il a envie de trouver des solutions pour les appliquer. Vous lui dites de belles choses. C'est comme si on s'est beaucoup appesanti sur l'édifice, sur la maison, mais qu'on a oublié les fondements. Et ça risque de nous rattraper. Parce qu'en réalité, on veut être souverain, c'est vrai, on doit l'être, mais avons-nous les moyens de notre souveraineté? On rejette l'aide extérieure. Ça me rappelle un peu cette Guelwaar, ce film de Sembène Ousmane qui dit, le personnage Guelwaar dit, un index pointé est une interpellation, mais tendre ses 5 doigts, c'est demander de l'aumône. Alors la question que je me pose, Felwine parle de l'économie du vivant. Donc, il faut une économie l'économie monde est une économie de nature anthropique et que donc il faut sortir de cela. Et finalement, je me dis que
Le Sénégal qui a découvert des ressources du pétrole et du gaz, est-ce qu'on doit dire qu'il faut faire de l'économie du vivant et ne pas profiter de notre pétrole et de notre gaz alors que ça nous rapporte de l'argent? Grande question. Alors l'économie de la dignité dont parle Felwine Sarr, c'est très bien, mais je me pose la question de savoir est-ce que la problématique essentielle n'est pas éludée, c'est-à-dire la création de richesses? Parce qu'à la base de l'économie, il y a toujours la création de richesses. Donc, si vous réfléchissez sur comment partager les richesses, alors que vous ne dites pas comment créer de la richesse, donc finalement, est-ce que cette pensée, elle est opérante et opératoire? Donc, c'est la question que je me pose. Alors, j'ai comme l'impression que parfois, on tourne un peu en rond sur la question de la souveraineté. Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut peut-être construire patiemment cette forge, mais en réalité, où est-ce qu'on prend le départ? Parce que la souveraineté, eh bien, il faut vraiment avoir les moyens de ses ambitions. Je discutais avec un paysan qui me disait, parce qu'on leur avait, ils disaient qu'ils n'avaient pas reçu, l'État n'avait pas racheté leurs arachides et qu'on avait empêché aux Chinois de venir. Alors, il me disait, mais s'ils ne peuvent pas acheter nos graines, au moins qu'ils laissent les Chinois venir. Je lui disais que l'idéologie de l'actuel pouvoir, c'est la souveraineté. En Wolof, mom sa bop. Alors, il me répond, balangay mom sa bop, dangay menel sa bop. Ça veut dire qu'avant d'être indépendant, il faut être capable de se prendre en charge soi-même. Donc moi, c'est ces questions essentielles que je voudrais poser à Felwine, c'est-à-dire concrètement comment on fait, est-ce qu'on s'industrialise, est-ce qu'on transforme les problèmes de l'énergie, comment on fait pour que les gens travaillent concrètement, comment on fait pour créer de la richesse. Mais j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup appesanti sur les principes qui doivent présider à la construction d'un ordre, mais que les fondements de cet ordre comme production de richesse ne me semblent pas suffisamment développés. Merci infiniment. C'est avec plaisir que j'ai lu ce travail de Felwine, que j'ai reçu l'ouvrage le jeudi soir de mon ami Pape Farah, et c'est toujours un bonheur intellectuel immense de lire Felwine par sa pertinence, la profondeur de sa pensée et la beauté de sa plume. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. D'abord, premièrement, je remercie vraiment le LASPAD de m'avoir associé à ce panel et j'exprime vraiment le plaisir et la satisfaction qui est la mienne de partager ce panel avec mon professeur Felwine Sarr et de discuter d'un livre, disons, que j'ai relu ou lu et relu. Je pense avoir lu le manuscrit puis ensuite encore relu les livres imprimés. Et je pense que je plains vraiment Blondin et Adja pour qui vont venir par la suite, puisque je vais juste m'accrocher sur quelques brides laissées par le professeur Sudek John, qui a vraiment explicité à fond, vraiment à fond, les différents éléments du livre, en fait. Donc, quand je l'écoute, je me dis, en fait, quelle est la part qui nous reste pour nous autres panélistes? Donc, moi, je pense qu'il me reste encore des bribes que je vais ramasser. Et puis ensuite, après, Blondin va certainement se débrouiller en bon philosophe, en fait. Donc, je réponds à la question de Ayrton, c'est de savoir comment j'ai reçu le livre pour ne pas juste... Je pense que cette démarche me permet de ne pas répéter un peu ce que mon prédécesseur a signifié, ce qu'il a dit en fait. Je dirais que pour faire cette présentation, je vais vraiment au sens figuré, hein, provoquer au sens de Barthes la mort de l'auteur en fait. Vous pouvez souhaiter la mort de l'auteur, donc pour la naissance du lecteur. Ce livre, je l'ai lu en parallèle avec Afrotopia, ou bien je l'ai relu en parallèle avec Afrotopia. Puisque le livre s'annonce comme étant une continuité d'Afrotopia, ou bien même une réponse à une critique qui a été largement adressée et qui semble revenir au regard de la question que pose le professeur John
c'est de savoir Afrotopia, les propositions ou bien la pensée qu'elle propose, elle était belle, elle était séduisante, mais à la fin de la fin, comment on opérationnalise, comment on fait? Je pense que c'est une question quand même à laquelle on était, ou bien vous avez été habitués suivant les différents panels à la suite d'Afrotopia. Et tout le monde s'attend, en tout cas, dans une première lecture, je m'attendais à ce que ce livre vienne maintenant pour un peu proposer des réponses à cette question. Et j'avoue qu'à la fin, je pense que c'est un livre qui propose des débuts de réponses, justement, à cette question de savoir comment on fait. Donc, je le lis en parallèle ou bien dans une relation, en essayant de chercher une correspondance ou bien des échos avec ce qui reste de la lecture d'Afrotopia. Et ce que je trouve, c'est d'abord, tout comme Afrotopia, c'est que le début est à la fin. Donc, le livre commence à la fin du livre. Tout comme dans l'Afrotopia, il y a quelque chose quand même d'assez agréable, en fait, pour quelqu'un qui est un peu imprégné de poésie, c'est de voir que, tout comme Afrotopia finit par un chapitre qui s'intitule, je cite de mémoire, L'aube qui vient, où quand même il y avait vraiment une certaine dose de poésie par rapport au parcours, par rapport à l'essai qu'on trouve depuis le début par l'économie et tout ce qui va suivre dans Afrotopia. Ici, dans la fabrique du présent, le livre s'achève par, je ne sais pas s'il faut l'appeler une nouvelle, ou bien si c'est un roman, ou bien si c'est un récit. En tout cas, donc, ce qu'on ne trouve pas généralement dans les essais, on le retrouve ici. C'est quelque chose qui est très proche, ou bien quelque chose qui appartient vraiment à l'auteur, en fait, une sorte de part de sa biographie. C'est la forge de Mamalang. Et j'ai le sentiment que tout y est, que la fabrique du présent commence dans la forge de Mamalang et il y a dans cette présentation de cette forge, non seulement la présentation de ce qu'est une forge, sa définition, en fait, comme étant le souffle ou la présence à soi, l'incrément véritable, qui est de s'ancrer d'abord pour se faire plus ancien et ainsi plus neuf. Je répète, se faire plus ancien et ainsi plus neuf, c'est à la page 147. Et cette forge de Mamalang, l'auteur le définit comme étant l'espace du possible et de sa continuité avec le réel. Et j'aime bien cette phrase, je cite, « Mamalang alla tous les jours à la forge et dans son établi, se donna à ses tâches, à force d'endurance, de méticulosité, d'imagination et d'obstination, au bout de l'enclume et à la pointe de la flamme, lui apparurent des formes nouvelles, ces demeures qui abritent la vie infinie. Il finit par lier sa vibration à l'argile même du monde. Il finit par lier sa vibration à l'argile même du monde. Et dans cette forge, l'auteur raconte comment un de ses aïeux, à partir de sa forge, répond à la suite de plusieurs demandes du réel à des besoins concrets à partir d'un savoir effectué ou bien à partir d'un savoir, non pas qui s'est construit, mais à partir d'un savoir qui s'est développé dans une écologie d'action autour justement de cette forge en fait. Donc, et ça, je trouve ça que c'est très intéressant et cette lecture m'a permis, en tout cas à moi, d'avoir une lecture du livre en termes de forge et de dire que dans cette fabrique du présent, la question essentielle, c'est une question de forge. Il y a peut-être un travail que l'auteur peut-être va nous élucider. Pourquoi la forge? En quoi cet espace-là qui, dans la société mandingue, par exemple, on se rappelle tous de l'épopée mandingue de Djibril Tamsignan, est un espace fondamental, un espace aussi bien de savoir, mais aussi un espace politique, en fait. Donc, je trouve que il y a peut-être toute proportion gardée dans la fabrique du présent, 5 forges qui interagissent, 5 forges qui, à mon avis, peut-être créent cet écosystème-là dans lequel
se fabrique le présent, ou bien cet écosystème-là dans lequel se fabrique le réel, puisque l'auteur le dit très bien, le réel est quelque chose qui se fabrique. Il y a la fabrique de la dignité qui est essentielle et peut-être qui est tout à fait au début. Et dans cette forge se trouve, à mon avis, l'économie politique de la dignité. Cette économie politique de la dignité, en fait, doit avoir comme principe actif, ou bien le combustible essentiel dans cette forge-là, ce serait peut-être l'approche par les capacités, avec un budget orienté vers la dignité comme étant le souffle qui attise les feux de la capacité. Et puis ensuite, toujours aussi dans cette forge de la dignité, en fait, il faudrait, en fait, que cette forge de la dignité doit mettre fin à la dépendance, à la gouvernementalité compassionnelle, et où on retrouve l'autosuffisance, la souveraineté sur les ressources, la redevabilité des outils des élites comme étant les outils qui permettent d'accomplir cette déconnexion. Il y a ici dans cette forge une articulation ou bien un retour à toute cette théorie bien connue du développement, de l'économie du développement à partir de Gunder Frank, Dos Santos, ainsi de suite, sur la question de la déconnexion, sur la question donc de la dépendance qui reviennent. Et je trouve que dans cette économie de la dignité, dans cette forge de la dignité, et c'est là que peut-être on reviendra sur la question économique, qu'il y a une articulation avec la téléologie de l'économie orthodoxe. Et là, peut-être, je ne vais pas répondre à la place de Felwine. Il y a, à mon avis, une forme de retour à ce qu'est l'économie politique réellement. Et que cette économie politique réellement, plutôt que de mettre vraiment l'accent, le focus, ou bien d'avoir une forme de salafisme de la création de richesses, c'est beaucoup plus une économie qui, initialement, fondamentalement, s'est toujours posé, ou bien s'est posé la question réelle, c'est qu'est-ce que c'est que le bien-être? Comment on fait pour le bien-être des individus? Et que cette économie-là, en tout cas, avant l'avènement de la science économique par les néoclassiques, dans toutes les sociétés, ne s'est pas fondamentalement, l'anthropologie économique l'a suffisamment documentée, ne s'est pas fondamentalement posé la question de savoir comment on crée de la richesse. Ça, c'est peut-être quelque chose qui est situé dans l'histoire de la pensée économique, qui est arrivé à un moment donné dans la pensée économique, mais si on regarde dans les autres sociétés, il y a eu de l'économie qui a été différente des économistes, de l'économie des économistes, et qui a opéré, qui quand même peut-être dans certaines contrées n'a pas fondamentalement répondu à la question de savoir créer de la richesse. Il y a une forge de l'économie du vivant. Et cette forge de l'économie du vivant, en fait, consiste, à mon avis, à créer une économie négantropique. Donc, une économie où le combustible ne participe plus à la destruction du biotope. Donc, et il y a ici toute une interrogation de ce que l'économie a été, donc c'est-à-dire son allégeance à la physique relative à partir donc du XVIIIe siècle, et qui a fait que donc il y a toute une abstraction que l'économie a fait sur toute une période de sa pensée sur la place de l'environnement. Et même si aujourd'hui l'économie, par le biais de l'économie de l'environnement, interroge les ressources naturelles, c'est pour les traiter comme étant des externalités ou bien aussi pour les traiter comme étant des éléments qui, in fine, doivent permettre d'accroître la productivité, encore d'accroître la richesse, ainsi de suite. Mais toutes les réflexions qui ont été développées et qui ont donné à un moment donné ce qu'on appelle la bioéconomie, c'est-à-dire de penser que l'économie est un élément de la sociosphère qui appartient à la biosphère. Donc, il n'est pas possible que l'économie fasse abstraction de toutes ces questions-là. Donc, et ceci me fait écho, en tout cas, tout récemment, je pense que il y a 2 semaines de cela, Thomas Piketty et un ensemble d'économistes ont essayé de trouver une articulation entre le rapport du GIEC et toutes ces questions sur les inégalités. Et leur propos correspond justement à ce vœu d'une économie du vivant qui fait qu'aujourd'hui, l'économie, même dans sa version où elle cherche à maximiser la richesse, ne peut pas continuer, n'est pas soutenable si elle ne prend pas fondamentalement en compte cette destruction du vivant, en fait, qui, comme on le voit aujourd'hui, avec cette hausse des chaleurs, ou voilà, pas mal d'éléments qui, en tout cas, entravent même la perspective ou bien la téléologie de l'économie orthodoxe.
Troisième élément, c'est peut-être un des aspects les plus importants. Je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus parce que ça fait partie des thématiques peut-être dont on parlera plus tard. C'est la forge épistémique. Et après relecture de La fabrique du présent, je me suis dit, peut-être cet ouvrage ne parle que d'une seule chose, c'est de la transmission et de l'éducation. Et peut-être même, professeur, vous le dites, je ne sais pas, on en parlera peut-être beaucoup plus tard, peut-être encore c'est très tôt, peut-être que tout au long, aussi bien de Afrotopia que jusqu'à présent, s'il faut un peu paraphraser Bergson en disant qu'en ce point se trouve quelque chose de simple, d'infiniment simple, que le philosophe n'a jamais réussi à dire, et c'est pour cela qu'il a parlé toute sa vie, et que peut-être chez vous, ces points d'infiniment simple, ce serait peut-être la transmission. Donc, cette préoccupation de l'éducation, en tout cas, vous le dites très bien, qu'un système éducatif transversal qui doit inclure tous les foyers épistémiques des sociétés et qui veille à disséminer dans le corps sociétal des savoirs, savoir-faire et savoir-être qui émancipent, qui maintiennent des mondes et des modes de vie menacés de disparition, qui restaurent, réparent et qui soignent, c'est quelque chose qui est fondamental en fait. Et pour finir sur cette question-là, ce foyer, cette forge épistémique, ce que je trouve important et intéressant, c'est le fait de dire on ne vient pas sur une forme de no man's land, que les sociétés africaines ont développé des savoir-faire, des savoirs, ainsi de suite, qui ont répondu pendant des années et des années aux besoins vitaux des communautés, qui ont répondu à des impératifs du quotidien, et que ces avoirs-là opèrent, il faudrait les réinvestir, il faudrait les voir comment créer des espaces d'interfécondation avec les savoirs académiques ou bien avec les savoirs issus de ce que vous pouvez appeler le premier Prométhée. Et qu'aujourd'hui, il faudrait créer ce second Prométhée-là qui ne va plus dérober le feu comme le premier Prométhée l'avait fait, mais c'est un second Prométhée qui va quand même recevoir ce savoir de la vie à partir des humains dans un cadre de développement des liens, dans une moissonnerie féconde, ainsi de suite. Voilà. Un autre élément, ou bien dernière forge, en tout cas, que je trouve, c'est la forge des imaginaires. Et il y a une forme, et il m'a été très difficile, je vous l'avoue, de faire la différence entre ces deux forges-là. Je me suis peut-être que même il n'y a pas de différence entre forge épistémique et forge des imaginaires. Donc, permettez-moi peut-être, pour des raisons pragmatiques, de dire que, OK, on a peut-être une forge des imaginaires, dans la mesure où je considère que c'est le lieu où s'opère la transformation sociétale profonde, mais aussi c'est dans cet espace-là où l'éducation trouve son sens. Parce qu'il ne peut pas y avoir une fécondation des imaginaires sans un système éducatif important, sans un système éducatif qui essaye, qui a non seulement qui produit du sens et qui transmet aussi ce sens-là aux communautés, en fait. Donc, ça, c'est un élément qui me semble important. Et j'ai proposé donc alors une lecture en termes de forge. Et à la fin, je me dis, il faudrait quand même que je se garder d'une certaine linéarité, de dire qu'il y a une forge de la dignité qui produit, qui donne, ou bien une forge, puis ensuite une forge épistémique, une forge des imaginaires, et on est dans quelque chose de global, on est dans un ensemble, et que dans cet ensemble-là, on a tous les éléments, on a une forme de cyclicité, on a une forme de rétroaction des différentes dynamiques, en fait, épistémiques, des différentes dynamiques systémiques qui font qu'en réalité, que toutes les forges font sens. Il n'y a pas fondamentalement de différence. Et que en réalité, peut-être que ce n'est même pas exhaustif. Peut-être qu'une société aussi peut trouver dans ses entre-forges d'autres forges à mettre en place, en fait. Dernier élément qui me semble important dans cet ouvrage, c'est, à mon avis, c'est la notion du temps. Et le professeur l'a très bien souligné. Vous dites qu'il faut sortir du temps de l'urgence. Il faut que le temps présent, le temps des individus, n'est pas le temps de la société. Le temps de la société, c'est, vous faites l'analogie comme étant le temps de la moisson, en fait. Et il y a dans cette conception du temps quelque chose que je trouve quelque chose d'assez augustinien, ou bien voilà, quelque chose qui me fait penser à Saint Augustin, qui pense qu'il n'y a que le temps présent,
seulement que ce temps présent se décompose en présent passé, présent présent et présent futur. Et la fabrique du présent, vous le dites, n'est pas une fabrique du présent présent, c'est une fabrique du présent futur en fait. Et que dans et ça, à mon avis, ça reconfigure toute la question de la politique économique ou toute la question de la politique publique. Généralement, quand on met en œuvre nos politiques économiques, on est beaucoup plus en train de penser que c'est du hic-nunc. Il faudrait mettre en place cette politique-là dans l'optique de trouver les résultats. On ne pense pas suffisamment qu'il y a un temps de diffusion de ces politiques-là qui dépasse parfois le temps des individus. Et cela aussi remet même en question la question de l'évaluation des résultats. Qu'est-ce qu'on évalue? Vous parlez de l'évaluation d'impact, mais est-ce que dans l'évaluation d'impact, le fait de se limiter juste aux résultats n'a pas quelque chose de parcellaire, de limité? Il faudrait beaucoup plus intégrer l'évaluation du résultat global. Et dans le résultat global, il y a la procédure, il y a le processus, il y a l'impensé, il y a aussi des éléments qui relèvent juste plusieurs dimensions qui ne sont pas mesurables. Et ça, vous le dites tout à fait à la fin, c'est que souvent, la meilleure façon d'agir, parfois, dans le réel, il faut juste ne pas agir, en fait. Donc, voilà. Et ça, je m'arrête là. Peut-être je laisse pour la suite, je reviendrai sur d'autres questions, quoi. Merci. Un commentateur, Pierre Aubanque, à propos de l'œuvre ardue d'Aristote, affirmait que seuls les pionniers s'écorchent les doigts aux épines. Mes prédécesseurs ont présenté l'ouvrage, bien présenté, et j'aurais peut-être pu me glisser dans les interstices de leur présentation, mais je vais choisir une voie plus douce, parce que pour le philosophe, les questions, comme le rappelait Jasper, étant plus importantes que les réponses, chaque nouvelle réponse plutôt à une question devient à son tour une autre question. C'est déjà avec un grand plaisir que je me trouve ici pour la présentation de cet ouvrage très important de notre ami Felwine. Je remercie le LASPAD de m'avoir associé à cet événement à côté de collègues et d'amis que je salue au passage. L'ouvrage en question peut être situé dans la galaxie générale des publications de l'auteur et dans la littérature de l'émancipation postcoloniale mobilisée par l'intelligentsia du tiers-monde à filiation occidentale face au déni d'historicité et de rationalité d'un Occident adossé à l'universalité de sa civilisation au nom de laquelle sont imposés ces paradigmes. Mais Felwine inscrit la question de l'émancipation au-delà de la simple revendication et de la réhabilitation de la dignité des opprimés et en dehors de l'affirmation d'une identité spécifique. Il la conçoit plutôt, pour reprendre Ernst Bloch, un théoricien de l'utopie, comme surgissement des possibilités de l'être et construction d'un monde en venir, et à penser donc comme un continuel champ d'expérimentation des possibles épistémologiques, politiques, culturelles et sociales. Mais, et c'est là l'originalité et la pertinence de la démarche de Felwine dans son approche de l'utopie. Ces possibilités ne sont pas seulement en puissance, elles sont dans le déjà là et se donnent à voir hic et nunc dans les différents registres de l'activité humaine. Dès l'entame de son ouvrage à la page 11, Felwine écrit, je cite, « Regagner le pouvoir d'agir des communautés sur leur vie culturelle, économique et écologique, sur les formes du politique et du social, celui de faire tourner à plein régime les forces du mieux-être collectif.
Fin de citation. Ici, l'idée de regagner le pouvoir d'agir à l'échelle des communautés témoigne de la même exigence que Alioune Diop, évoquant à l'échelle de l'individu la nécessité de la reprise de l'initiative en s'affirmant comme sujet actif qui s'autodéveloppe en tant que créateur et non plus comme simple bénéficiaire. Alioune Diop dit ceci: ressusciter et animer le pouvoir et l'initiative intellectuelle de l'Africain inséré dans son environnement naturel et socio-culturel afin de le mettre à même d'exercer sa responsabilité, de juger directement à même les réalités nationales et internationales, c'est la première condition à remplir pour assurer la correcte efficacité de notre développement intégral. Cet aspect, à savoir l'invention du soi, très présent dans la galaxie de l'auteur, est du présent que je voudrais évoquer brièvement avant d'en venir à ma question. Felwine Sarr établit un rapport entre le travail de fortification et d'invention du soi, son ornementation, pour reprendre une expression chère à Mohamed Iqbal, voire sa purification, et la capacité de l'individu à recréer l'effort à ouvrir des aubes nouvelles. Tout commence par sa découverte de son droit à la licence poétique, que l'auteur a conquis très tôt auprès d'un de ses maîtres. Rejetant alors Phidias, le grand sculpteur grec de l'Antiquité, réimaginant et recréant Sali Bodian, je le cite, belle comme un chant zoulou errant les plaines du Natal. Merci. C'est à la page 22 dans 105 rue Carnot. Ce droit se consolide dans Dahij, s'envole dans Afrotopia et s'accomplit dans la fabrique du présent. En cela, le sous-titre pour des utopies en acte énonce clairement les conditions de la reprise de l'initiative intellectuelle et pratique à l'aune d'une philosophie de la responsabilité et de la prospective à la portée d'un sujet, pour reprendre les mots de Arendt, qui hérite, médite et se souvient. L'auteur s'inscrit dans la tradition des théoriciens de l'utopie, comme le philosophe allemand Ernst Bloch, qui écrit: l'utopie n'est pas la fuite vers l'irréel, c'est l'exploration des possibilités objectives du réel et la lutte pour leur concrétisation. Ces questions denses et complexes, c'est ces questions denses et complexes que Felwine aborde dans un langage simple et clair, avec générosité, nous exhorte à concilier nos héritages pluriels éclatés, dispersés, à dépasser la modernité à la logique binaire, à nous reconnecter aux anciens qui avaient réussi à fusionner les choses en vivant en harmonie avec le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, selon des principes de respect, d'égalité et de fraternité. Mais cette compartimentation, nous dit Felwine, est à l'origine des phénomènes qui menacent notre survie. Dérèglement climatique, écocide en cours, à la page 89 de l'ouvrage. L'auteur n'évoque pas ici le gouffre, la possibilité du gouffre pour les sociétés humaines tant fissurées par des menaces multiformes dans le but de nous terrifier. Son intention est tout autre. Repenser le lien, notre être ensemble dans le monde afin de retrouver le sens de l'en commun, notre humaine condition politique. Il écrit à la page 121 de l'ouvrage: nous faisons monde commun par la négative. Les crises écologiques, les pandémies, les fractures et les déliaisons que nous connaissons ainsi que leurs conséquences le démontrent. Fin de citation. Au bord du gouffre, donc l'humanité s'interroge.
Et ce questionnement, de la même manière qu'elle a permis à l'humanisme de se renouveler au XXe siècle, car accusé d'avoir été incapable, malgré les idéaux qu'il a portés, à empêcher la montée du nazisme, doit nous inciter, comme le fait Felwine, à ouvrir d'autres champs des possibles de l'utopie en la recontextualisant, c'est-à-dire en lui rendant sa dimension spatio-temporelle, ainsi que le remarque Miguel Abansour. Loin de ruiner l'idée d'utopie, cette situation sans précédent aurait pour effet surprenant de faire naître, de susciter une sommation utopique d'un genre nouveau, inédit, inouï. Du sein de la catastrophe surgit une nouvelle sommation utopique. Fin de citation. Et je termine avec ma question. Cher Felwine, ma question, je la pose en rapport avec l'invention du soi. Ma question de la cure. Tu abordes précisément cette question dans Afrotopia, page 89 à 97, et tu énonces les conditions de la guérison dans les chapitres de la fabrique du présent, intitulé Le temps de la révolution des imaginaires, page 79 à 82, et la question de l'humanité et de son devenir, page 83 à 88. La persistance du trauma, malgré la qualité des diagnostics, la pertinence des remèdes proposés par des générations de spécialistes en tout genre, semble procéder plus après les indépendances formelles africaines que des modèles politiques occidentaux centrés continuent d'exercer sur nos élites politiques et intellectuelles. Je rappelle, dans la perspective de Joseph Tonda dans Afro-dystopie, ce désir des politiques africains, par exemple, à rêver de modèles politiques, de vouloir vivre le rêve de l'autre en dehors de l'historicité africaine, peut bien expliquer ce qu'il appelle cette schizophrénie, d'où peut procéder la pertinence de l'effraction continuelle de nos infrastructures psychiques. Donc, la cure ne relève-t-elle pas moins de l'obstétrique, c'est-à-dire cette partie de la médecine qui traite de la grossesse et de l'accouchement, que de la chirurgie, précisément de l'amputation radicale? Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Ayrton, pour la présentation. Mesdames et messieurs, très chers invités et chers professeurs, je suis très ravie d'être là aujourd'hui. Et je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs pour cette invitation, ainsi que les initiateurs, en tout cas, de cette rencontre autour de cet ouvrage ô combien important de la fabrique du présent pour des utopies en acte du professeur Felwine Sarr. Et il est toujours très difficile de prendre la parole sur un ouvrage aussi dense, tant il traverse des questions philosophiques, politiques, économiques, culturelles et épistémiques qui touchent directement aux trajectoires contemporaines des sociétés africaines. Mais c'est surtout très difficile et très particulier aussi de prendre la parole à côté de professeurs émérites en tant qu'étudiante, parce que je le suis toujours à l'UGB. Donc, aujourd'hui, plutôt que de proposer une lecture exhaustive de l'ouvrage, je pense que ça a été déjà très bien fait par les professeurs. J'ai choisi peut-être de le lire à partir des questions qui traversent mes propres travaux de recherche et de mon engagement professionnel aujourd'hui. Et je pense que c'est le travail d'ailleurs qui m'a été demandé. Donc, en tant que politiste déjà travaillant sur les politiques publiques, les questions de genre, les transformations numériques dans le secteur agricole, certains thèmes de l'ouvrage ont particulièrement retenu mon attention. Et la première interrogation qui a accompagné ma lecture est née du titre lui-même. Pourquoi la fabrique du présent? Pourquoi le présent? Pourquoi pas la fabrique du futur? Et cette question a accompagné toute ma lecture. Parce que plus j'avançais dans l'ouvrage, plus je me demandais ce que ce choix du présent nous disait réellement du projet intellectuel du professeur. Car au fond, lorsqu'on parle de transformation, d'émancipation ou de développement, nous avons souvent tendance à penser d'abord au futur.
Et pourtant, l'auteur a choisi de nous parler du présent. Et c'est cette interrogation qui a guidé ma lecture de l'ouvrage. Parce qu'au fil de cette lecture, trois questions ont particulièrement retenu mon attention. C'est celle d'abord des finalités collectives, celle des savoirs et celle de la dignité. Et ce sont ces trois dimensions que je voudrais peut-être brièvement discuter aujourd'hui, parce qu'on peut dire que tout l'ouvrage interroge notre capacité à agir sur notre destin collectif, notre capacité à produire nos propres savoirs, notre capacité à définir nos propres finalités, notre capacité à construire des trajectoires qui ne soient pas uniquement déterminées par des modèles qui sont venus d'ailleurs. Et dès les premières pages, une idée est revenue avec force. Je cite, les collectivités humaines ont toujours désiré devenir les sujets de leur propre histoire et inscrire dans la réalité les finalités qu'elles assignent au vivre ensemble. À première vue, cette affirmation semble presque évidente. Qui ne souhaiterait pas être le sujet de sa propre histoire? Et pourtant, plus j'avançais dans la lecture, plus je me rendais compte que cette phrase était beaucoup plus profonde qu'elle n'en avait l'air. Car être le sujet de sa propre histoire ne signifie pas seulement disposer d'un État ou d'institutions politiques, cela peut signifier aussi avoir la capacité de définir soi-même ce qui compte, définir ce qui constitue le progrès, définir ce qui constitue la dignité, définir les finalités collectives que l'on souhaite poursuivre. Et l'histoire africaine est aussi l'histoire de finalités qui sont souvent définies ailleurs, puis réappropriées localement. Et pendant longtemps, nous avons pensé le développement à travers ce que le professeur critique avec justesse déjà dans Afrotopia, le paradigme du rattrapage. Et comme si l'Afrique était condamnée à courir derrière une trajectoire qui est déjà traversée par d'autres, comme si le développement aussi consistait uniquement à reproduire un modèle existant, ce qui me paraît particulièrement intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il refuse cette logique. Il ne nous demande pas aujourd'hui comment rattraper les autres, il nous demande ce que nous voulons devenir. Et à ce stade de la lecture, une question apparaît. Parce que le professeur nous invite à penser notre propre finalité collective, je l'avais dit tantôt, plutôt qu'à poursuivre un simple objectif de rattrapage. Cette proposition me semble particulièrement féconde. Mais pour moi, cela soulève également une difficulté que l'ouvrage évoque, peut-être sans toujours la résoudre complètement. C'est la question de savoir qui définit ces finalités-là. Car les sociétés, globalement, ne sont jamais homogènes. Aujourd'hui, les femmes et les hommes ne poursuivent pas toujours les mêmes aspirations. Les générations peuvent entrer en désaccord. Les autorités religieuses, les acteurs politiques, les mouvements sociaux ou encore les organisations internationales défendent parfois des visions qui sont concurrentes du bien commun. Donc, la question n'est peut-être pas seulement de savoir quelle finalité nous voulons poursuivre concrètement ou collectivement, mais elle consiste à comprendre comment des sociétés traversées par des désaccords profonds construisent des compromis suffisamment légitimes pour orienter l'action publique. Et probablement à cet endroit, le professeur, on rencontre en tout cas une interrogation classique de la science politique, si je puis dire, c'est comment transformer une aspiration collective en projet politique partagé. Et plus largement, l'ouvrage nous invite à définir nos propres horizons collectifs, mais il laisse dans ce cas de figure également une question essentielle, ça laisse ouverte une question essentielle. Comment construire un projet collectif lorsque les sociétés sont traversées par des visions concurrentes de ce que signifie vivre ensemble? Et cette question des finalités collectives se retrouve également dans les politiques de genre. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière les débats sur les droits des femmes, la santé reproductive, de l'égalité, se cachent souvent, par exemple, des conceptions différentes de la dignité, de l'autonomie ou juste de la justice sociale. Et cette question des finalités collectives, ce n'est pas uniquement théorique, elle traverse également les politiques publiques les plus concrètes, on peut dire. Par exemple, j'ai fait des recherches dans le cadre de mon mémoire sur les controverses autour des politiques publiques de genre, le cas de l'avortement médicalisé au Sénégal. Et mes recherches m'ont précisément confronté à ce type de tension. Et ce travail m'a permis d'apprendre que derrière une même réforme peuvent coexister des conceptions profondément différentes de la dignité, de l'autonomie, de la santé ou encore même de l'État. Et à partir de là, cet ouvrage apparaît moins comme un projet harmonieux que comme un espace
permanent de négociation entre des visions concurrentes de la société. Donc, c'est une réflexion qui m'a également rappelé plusieurs travaux néo-institutionnalistes qui montrent combien les trajectoires historiques continuent de peser sur les choix contemporains. Je laisse Prof Maurice me corriger à ce propos peut-être, mais en tout cas, lorsque le professeur évoque le poids des héritages coloniaux dans l'ouvrage ou la persistance de certaines indépendances institutionnelles, cela rejoint des questionnements bien connus, en tout cas en sciences politiques, sur la manière dont le passé continue de structurer le présent. Et cette lecture n'est évidemment pas seulement celle du professeur, mais aussi, je pense que c'est ce qui fait la richesse de cet ouvrage, parce que chacun peut y retrouver ses propres outils d'analyse et ses propres interrogations. Un autre fil conducteur de l'ouvrage concerne aussi la question des savoirs. Je l'avais annoncé, pour moi, une société ne peut véritablement définir ses propres horizons collectifs si elle ne reconnaît pas également les savoirs à partir desquels elle se pense ou se construit. C'est-à-dire, lorsque le professeur affirme, je cite, la révolution sera épistémique, il nous rappelle que les sociétés africaines ont produit des savoirs scientifiques, agricoles, thérapeutiques, sociaux, culturels, etc., qui sont extrêmement riches. Et cela m'a beaucoup parlé. Je dois reconnaître qu'en lisant ces pages, je me suis interrogée sur la manière dont les savoirs circulent aujourd'hui dans l'espace numérique moderne. Pendant longtemps, de nombreux savoirs africains ont été marginalisés, disqualifiés ou considérés comme périphériques dans les espaces, en tout cas académiques et institutionnels. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de transformations numériques actuelles, en tout cas, qui semblent reconfigurer certaines de ces hiérarchies. Il y a aussi les plateformes numériques aujourd'hui qui permettent à des acteurs qui sont longtemps invisibilisés de diffuser leurs connaissances, de constituer des communautés et d'accéder à une visibilité nouvelle. Et cette évolution ne résout évidemment pas toutes les questions, elle en ouvre même pour moi des nouvelles. Comment aujourd'hui distinguer le savoir de l'information? Comment construire la confiance dans un espace numérique qui soit saturé de contenu? Qui décide aujourd'hui de ce qui est légitime ou non? Et ce sont des interrogations, pour moi, qui semblent prolonger utilement la réflexion qui est proposée dans l'ouvrage sur les dynamiques contemporaines de production et de circulation des savoirs. Et ces interrogations ne concernent pas uniquement les espaces numériques, elles se posent également dans les pratiques de développement et d'innovation. Dans le cadre on travaille sur ces questions-là, et donc cette question me parle également dans le domaine agricole naturellement. Nous parlons aujourd'hui beaucoup de transformation numérique, d'intelligence artificielle, d'innovation. Et en travaillant dans l'agriculture, on apprend très vite une leçon d'humilité. C'est qu'avant d'apporter une innovation à un agriculteur, il faut d'abord comprendre qu'il sait déjà beaucoup de choses, mieux que vous, même, des fois, même s'il n'a pas fait les bons. Parfois, il connaît même plus que nous l'environnement agricole. Et nous arrivons par exemple avec nos applications, nos innovations, nos capteurs, des plateformes numériques, des modèles, notre IA. Et parfois, en quelques minutes de conversation, un producteur nous rappelle qu'il observe sa terre depuis 20 ans ou plus, qu'il connaît ses sols, qu'il connaît ses vents, qu'il connaît ses saisons, qu'il sait reconnaître certains changements avant même qu'un indicateur ne les détecte. Et à cet instant, on comprend quelque chose d'essentiel. L'enjeu là, ce n'est pas de remplacer un savoir par un autre, mais c'est surtout de considérer que la technologie vient corriger une prétendue ignorance. L'enjeu, c'est de créer une rencontre entre ces différents savoirs. Et c'est probablement peut-être à cet endroit que ma double posture de chercheur et d'entrepreneur dialogue le plus fortement avec l'ouvrage. Car ce que l'on apprend parfois sur le terrain au contact d'un agriculteur peut modifier. Voilà. Car ce que l'on apprend parfois sur le terrain au contact d'un agriculteur, excusez-moi, peut modifier complètement la manière dont on conçoit un outil, une solution ou même une politique publique. Et je crois que c'est précisément cette rencontre entre les savoirs que le professeur nous invite à repenser. Donc, cette réflexion sur les finalités collectives dont je parlais tantôt conduit également à une autre question centrale de l'ouvrage, celle de la dignité. Donc, lorsque le professeur écrit, je cite, pour les sujets africains dans leur grande majorité, la dignité de l'existence demeure une quête inachevée.
Il déplace dans ce cas de figure la réflexion vers quelque chose de profondément concret, parce qu'au fond, à quoi reconnaît-on une politique publique réussie? À sa capacité à produire de la croissance ou à sa capacité à produire davantage de dignité? Et cette réflexion m'a immédiatement renvoyé à mes recherches sur les politiques de genre, le Sénégal qui ratifie le protocole de Maputo, les textes qui existent, les engagements qui existent. Et pourtant, il y a des réformes qui demeurent toujours inachevées. Et cette situation m'a appris qu'une norme juridique ne produit pas automatiquement de la dignité. Entre les principes, leur mise en œuvre, il existe des résistances, des négociations ou des rapports de pouvoir qu'il faut analyser. Et en lisant cette partie-là, je n'ai pas non plus pu m'empêcher de repenser à plusieurs auteurs africaines qui ont accompagné les réflexions sur les questions de genre ou de féminisme globalement, notamment Amina Mama, Fatou Sow, Oyeronko Oyomini ou Ifi Amadjoume. Donc, ce sont des travaux qui ont en commun de montrer que les catégories, en tout cas à travers lesquelles nous analysons le genre, sont historiquement situées et ne peuvent pas être considérées aujourd'hui comme universelles. Et c'est sans doute pourquoi la réflexion du professeur sur la production des savoirs et sur la nécessité de construire nos propres référentiels m'a parlé. Elle m'a aussi amené à me demander si la décolonisation des savoirs, qui est un terme très usité dernièrement, ne devait pas également nous conduire à réfléchir à la manière dont nous pensons les politiques de genre sur le continent. Et c'est peut-être là que je me suis le plus interrogée pendant ma lecture, parce que toute l'œuvre, en tout cas l'œuvre du professeur pose une question centrale. Comment passe-t-on de l'imaginaire à l'institution? Comment transforme-t-on une aspiration collective en réalité sociale? Comment passe-t-on de la pensée à l'action publique? Et tout cela pose, en tout cas, ou nous pousse à réfléchir davantage à une notion qui traverse directement tout l'ouvrage, celle de l'imaginaire. Je pense que les professeurs en ont déjà parlé, parce que, au fond, les sociétés ne sont pas seulement gouvernées par des institutions ou des politiques publiques, mais elles sont aussi gouvernées par des représentations qu'elles se font d'elles-mêmes. Donc, avant de transformer les lois, il faut souvent transformer les imaginaires. Avant de construire de nouvelles institutions, il faut être capable d'imaginer qu'elles sont possibles. Mais l'histoire nous montre également que les idées, même les plus puissantes, ne se traduisent pas automatiquement dans les faits. Et entre l'imaginaire et l'institution, il y a des rapports de pouvoir, des conflits, des contraintes économiques, des éthiques, des héritages historiques et des négociations permanentes. Autrement dit, imaginer est indispensable, mais cela ne suffit pas forcément. Et avant de conclure, peut-être je vais revenir à l'interrogation qui a guidé ma réflexion depuis le début, j'en ai parlé. Pourquoi la fabrique du présent? Pourquoi pas la fabrique du futur? Et je crois avoir progressivement trouvé un élément de réponse au fil de cette lecture, même si je pense que c'est le professeur Mohamed Ba ou le professeur Maurice, je pense qu'il a soulevé cette question du fait qu'il y avait déjà les réponses aux questions du professeur, presque. En tout cas, le professeur a déjà abordé certaines réponses aux questions dans l'ouvrage à proprement parler. Donc, je disais que je pense avoir trouvé un élément de réponse au fil de cette lecture, c'est que la réponse n'est sans doute pas définitive, mais elle me semble traverser l'ensemble de l'ouvrage parce qu'en réalité, pourquoi moi-même, je devrais me poser la question de pourquoi pas la fabrique du futur, et ça reflète l'esprit africain en soi. C'est-à-dire, nous avons pris l'habitude de toujours repousser l'émancipation à demain, comme si le développement était pour demain, comme si la dignité était pour demain, comme si, en tout cas, nos souverainetés étaient pour demain. Or, ce que le professeur nous rappelle, c'est que les futurs ne se construisent jamais ailleurs que dans le présent. Et ils se fabriquent dans les imaginaires que nous cultivons, dans les savoirs que nous reconnaissons, dans les institutions que nous construisons et dans les décisions collectives que nous prenons aujourd'hui. Et que peut-être cet ouvrage nous rappelle une simple chose: les futurs commencent toujours dans les décisions du présent. Et là, dans ce cas de figure, je pense que là, au fond, la véritable difficulté, c'est pas seulement d'imaginer un autre monde, c'est de comprendre comment cet autre monde peut advenir. Et je terminerai par ça en refermant ce livre. Je me suis finalement demandé, moi, quel futur nous souhaitons construire, quelles institutions nous sommes prêts à bâtir pour les rendre possibles. Je vous remercie. Un grand merci, Ayrton. Donc, j'aimerais dire déjà la joie et le plaisir qui sont les miens d'être ici. Je suis très heureux d'être à la maison. Et j'aimerais remercier le LASPAD pour l'invitation. Donc, d'abord Fatima qui m'a envoyé le mail auquel j'ai répondu. Pape Fofana Diallo, le directeur qui est un ami. Ayrton Aubry pour la modération.
Monsieur Gay de la BU pour l'ouverture, donc l'Université Gaston Berger, et surtout dire que je suis très heureux d'être en conversation avec des collègues qui sont à la fois des amis et des compagnons. Donc, que c'est pas juste des collègues lambda, c'est des gens avec qui j'ai partagé une aventure humaine, intellectuelle à l'UGB et avec qui je continue à partager un espace de dialogue et et de tension intellectuelle. Et je suis très heureux de leur générosité, de la qualité de la lecture, du temps qu'ils ont pris pour livrer leur perspective de l'ouvrage et du fait que ils aient accepté de donner de leur présence pour qu'on ait un dialogue, on va dire, approfondi. Donc vraiment, un grand merci à Maurice, à Mohamed, à Blondin, à Adja et à tout le monde, quoi. Alors, peut-être avant de tenter de dialoguer avec les questions, je ne vais pas tenter d'y répondre. Je vais tenter de dialoguer avec les questions et les questionnements couvrent les questions. Peut-être j'aurais aimé revenir un peu sur le contexte de l'écriture de La fabrique du présent. Donc, bien évidemment, j'annonce que c'est une réponse ou un prolongement de la réflexion que j'entame dans Afrotopia. Dans Afrotopia, il s'agissait de penser des imaginaires, de penser des formes de vie, de penser des possibles, d'élargir les horizons de ce qui est envisageable et de ne pas rester dans la contrainte étroite des formes que certaines injonctions civilisationnelles ont prises, le développement, la modernité, etc., etc., et de reposer la question de c'est quoi bien vivre, comment une société envisage les formes du mieux vivre, et ces formes peuvent être l'objet d'une réinvention. Donc, on pouvait réinventer les formes du politique, on pouvait réinventer les rapports à l'économie, on pouvait réinventer les formes étatiques. Et mon invitation, c'était de réouvrir les métaphores du futur. Donc, j'en profiterai peut-être pour répondre à la question de la temporalité, le futur et le présent. Et bien évidemment, l'une des questions récurrentes qui m'a été adressée, c'était de dire une utopie, c'est bien, mais comment on la matérialise dans le temps présent? Comment on la matérialise dans la réalité? Au début, ma réponse était de dire que ce n'était pas le projet intellectuel de l'ouvrage. Le projet, ce n'était pas de donner des solutions ou des recettes. Le projet, c'était d'ouvrir à nouveau les chantiers de la pensée et de l'imagination et de considérer que les formes à l'intérieur desquelles nous débattions n'étaient pas figées et qu'on pouvait avoir le loisir de les repenser, de les réinventer et que d'abord, avant d'appliquer des recettes, faudrait-il peut-être définir les lieux que nous voulions habiter avant de penser comment les habiter. Mais au fil du temps, je me suis dit que peut-être réfléchir à la matérialisation des imaginaires, à ce que ça demande, était une entreprise à laquelle je pouvais consacrer, tu vois, un effort intellectuel de me dire, si d'aventure nous voulions mettre en œuvre des utopies, les rendre réelles, les matérialiser, les mettre en acte, qu'est-ce que cela requiert? Donc, je l'avoue, l'intention, elle est programmatique, mais pas dans le sens solutionniste. Et c'est là où je différencie la proposition que je fais ici. La proposition ici n'est pas de dire voici la solution, clé en main, il suffit juste de la mettre en œuvre. J'ai du mal avec cette idée que les problèmes appellent des solutions. Je pense que les problèmes appellent des questionnements et ouvrent d'autres questionnements et que la solution que nous appelons de notre vœu peut peut-être temporairement répondre à nos besoins, mais elle n'est jamais une solution définitive et elle ne fait pas l'économie de reposer les questions que le problème pose et de se poser la question de comment on l'envisage. Donc pour moi, la solution fige la réponse. Et je crois que les problématiques qui nous sont adressées sont des problématiques qui ont leur dynamique interne et qui appellent des réponses à renouveler tout le temps. Et donc, si tant est qu'il y a des solutions dans un espace-temps donné, il n'empêche qu'il faudra les réinventer. Et que c'est une réinvention continue des réponses qui me semble être la réponse. Et ce n'est pas un artifice théorique, c'est vraiment une conviction intime. Mais je me suis dit quand même que j'allais réfléchir à la démarche. Et en réfléchissant à la démarche, j'ai été amené à réfléchir d'abord à la question du temps, à la question de la temporalité. Et Adja l'a dit, il y a un désir dans le projet de la fabrique du présent
de ne pas toujours délocaliser la rencontre des aspirations dans un temps futur, de ne pas toujours délocaliser la plénitude de notre présence au monde dans un temps à venir. L'Afrique est le continent de l'avenir, l'Afrique est le continent de tous les avenirs, mais cet avenir, à chaque fois qu'on s'en approche, il s'éloigne un peu plus et il redevient un avenir et, et il peut nous installer dans une quête infinie d'un avenir et d'un temps futur qui est porteur de ces aspirations-là, qui disent en creux un rapport déficitaire au présent, un rapport au présent qui est un rapport du manque, qui est un rapport du handicap et qui est un rapport du déficit. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la temporalité du présent, mais c'est une temporalité théorique, parce que justement, j'indique que ce présent-là n'est pas instantané, qu'il n'est pas immédiat, que peut-être il se fabrique, une partie de ce présent est organique, il ne se fabrique pas, il relève de la dynamique historique et des émergences des sociétés, et que peut-être qu'une partie se fabrique. Donc déjà, je ne tranche pas la question de la fabrique, de la possibilité de la fabrique du présent. J'ouvre un espace entre les deux où je pense fondamentalement que nous sommes pris par des dynamiques plurielles dans des systèmes qui nous transcendent et qu'une partie de ce que nous vivons émerge d'une pluralité de dynamiques et n'est pas configurable par un acteur qui serait là à configurer le présent. Mais je pense aussi qu'une partie est fabricable. Et justement, ce qui m'intéresse ici, c'est plusieurs choses. C'est si tant qu'on puisse fabriquer une des dimensions du temps et pas toute la temporalité du présent, ce que requiert cette fabrique, elle se fabrique dans une temporalité qui n'est pas celle de l'immédiateté, qui n'est pas celle de l'urgence et qui n'est pas celle de l'instantanéité. Donc, le présent nécessite un temps de la fabrique du présent. Et entendu ainsi, on se rend compte que la catégorie présent peut être remplacée par la catégorie du futur aussi. Parce que si la fabrique du présent à venir demande du temps, ce qui signifie que ce présent-là sera présent dans un temps qui n'est pas là. Il sera présent dans un temps futur. Donc au fond, c'est une ruse sémantique que j'use pour reposer la question du futur en usant le terme du présent. Et en disant que le présent, si on veut le fabriquer, ben, il faut se mettre au travail, dans des forges. Et ce travail-là demande du temps. Et ce présent n'émergera qu'à l'issue de la temporalité de la fabrique de ce présent. Donc, en fait, je pense que c'est Mohamed Ba qui l'a évoqué, c'est le présent-futur. Il y a le présent passé, le présent présent et le présent futur. Et la métaphore que j'utilise dans le livre, c'est de dire, bah, le temps des sociétés n'est pas le temps des individus, et qu'on pourrait même considérer que des indépendances à nos jours, nous sommes dans une même journée. Nous sommes dans une même journée, nous sommes dans un même temps présent qui est structuré par globalement, les mêmes dynamiques structurelles qui sous-tendent la production de notre expérience et de notre rapport au vécu. Donc ça, c'était pour la question du temps. Mais je pense que ma préoccupation était vraiment de me dire, relativement à la partie du temps qui se fabriquerait, puisque je n'ai pas une assertion absolue et définitive. J'interroge la fabrique et la maîtrise processuelle, parce que j'interroge la maîtrise qui requiert à la catégorie de l'ingénierie, comme si le social était un objet qui est fabricable, dont les contours sont définissables avec exactitude. J'interroge cette vision-là, je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que c'est un objet qui est totalement fabricable. Je pense que c'est un objet qui émerge, comme je l'ai dit tantôt, à la croisée de plusieurs dynamiques. Certaines sont intentionnelles, relèvent de l'ingénierie, de la tentative de la fabrique. D'autres relèvent d'une pluralité de dynamiques et qui pénètrent, qui interrétroagissent. Et quelque chose émerge de cette grande interrétroaction et on tente de fabriquer une partie de la dynamique. Et là, je fais référence aux travaux d'Edgar Morin, à l'écologie de l'action, et au fait qu'il n'y a pas de sujet qui surplombe le temps et qui, dans un atelier, produit le temps présent. Et que le sujet est quelque part, mais pas dans une position de démiurge. Il est lui aussi issu du temps. Il est lui aussi produit de l'histoire, d'une mémoire de dynamique qui l'antécède, qui le dépasse, dont il n'est pas absolument le maître. Donc cette image du démiurge, je la questionne aussi. Et en même temps, je crois que le sujet doit être agissant, doit avoir une volonté, doit avoir une intentionnalité et doit se mettre à l'œuvre pour tenter de fabriquer
une réalité qui correspond aux finalités qu'il le s'assigne. Donc, c'est une réelle hésitation et une interrogation de la place du sujet dans la fabrique que je pense avoir dessinée au début. Et ensuite, quand j'engage la réflexion sur les forges, on peut avoir tendance, on peut oublier qu'au départ, il y a une interrogation sur la possibilité de fabriquer. C'est comme si maintenant le présent, il se fabrique, allons-y. Mais j'insiste sur le fait que c'est une question que je laisse en suspens et dont je mentionne moi-même l'indétermination de la réponse. Et où j'ai envie de dire que dans le présent qui est le nôtre, si tant est que nous l'ayons fabriqué, probablement en avons-nous fabriqué une partie, mais il y a une partie qui nous échappe. Et c'est pour ça que dans le texte, je pose la question des acteurs qui sont là, du contexte international, de qui sont les acteurs qui vont définir les politiques économiques et symboliques présentes et à venir, dans un monde sous globalisation culturelle, dans un monde régi par de grandes tendances et de grandes forces, quelle est la place de la capacité à définir et à configurer le réel que nous voulons voir advenir? Quelle est notre contribution dans ce réel-là? Donc ça, c'est le contexte d'écriture. Et pour finir sur le contexte d'écriture rapidement, donc j'ai imaginé des forges, il y en a plusieurs, elles ne sont pas exhaustives, mais vous les avez tous indiquées. Maurice, les différentes forges, Mohamed, Blondin et Adia. Il m'a semblé que l'espace des savoirs était une forge fondamentale, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc ça a été dit et bien dit. L'espace des imaginaires est une forge. L'espace de l'économie, donc précisément l'économie politique de la dignité, me semble être une forge. L'économie du vivant en est une. Le politique est une forge. Les systèmes éducatifs transversaux, transépistémiques sont une forge. Et Mohamed Bal a bien indiqué, les forges ne sont pas séquentielles. Elles peuvent pénétrer, et j'aime bien l'expression qu'il a utilisée, elles peuvent générer des entre-forges. Elles peuvent s'articuler entre elles. C'est une dimension que je n'avais pas vue. Et c'est l'intérêt du regard des lecteurs, c'est de révéler à celui qui a tenté d'écrire des dimensions du travail qui lui échappent, quoi. Et j'en suis très heureux. Donc, pour entrer en dialogue avec les questions que Maurice a soulevées, et vraiment, Maurice, merci pour avoir pris le temps d'une recension exhaustive, détaillée, précise du livre, quoi. Je pense que la première réponse est de dire que je pense qu'en filigrane, il n'y a pas de solution pratique en termes de recettes, mais il y a une indication d'espace de travail. Il y a une indication de lieux qui permettent de travailler pour répondre aux questions. Et cette démarche méthodologique m'a semblé beaucoup plus juste que revenir sur des solutions déjà indiquées, éprouvées, éculées. J'aurais pu le faire en tant qu'économiste, dire voilà le budget de l'État, comment on fait, comment on produit de la richesse, consommation, production, industrialisation. J'ai le sentiment que ça n'apporte pas vraiment grand-chose à la réflexion, quoi. Et que, justement, ces motos sont là, ces solutions sont là, nous sommes encore aux prises avec les questions. Et puis, il y a un implicite qui consiste à dire, dans la forge de l'économie, nous savons probablement comment produire de la richesse et des ressources, et que peut-être la question la plus difficile, ce n'est pas celle-là. La question, c'est comment allouer ces ressources à des finalités que la société aura choisies. Et qu'en soi, la production de la richesse en elle-même, elle est vaine, si cette richesse ne transforme pas fondamentalement la qualité du vécu des individus et des communautés. Et qu'on peut produire de la richesse, on peut avoir une croissance qui est extravertie, qui sort du pays, qui va vers les marchés financiers, qui va vers les paradis fiscaux, etc. On peut utiliser tout un tas de techniques et que peut-être ici la question à reposer, c'est la question du consensus et de la convention autour de la valeur. Et même la richesse est une convention. Nous nous sommes entendus pour octroyer de la valeur à certains artefacts qui permettent l'échange, qui permettent le crédit, qui permettent tout un tas de choses. Et il ne m'a pas semblé vraiment que l'effort de réflexion devait se porter là. Il m'a semblé que l'effort de réflexion devait se porter sur à quoi servirait
une économie qui n'est pas une économie politique. Et pourquoi est-ce qu'il faut revenir à une économie politique? Pourquoi l'économie doit être un ordre qui est assigné à des finalités que la société a définies? Et Adia a raison de poser la question de savoir qui définit les finalités de la société. C'est une question délicate et complexe. Mais comment faire en sorte que l'économie ne soit pas un train qui erre vers on ne sait où, ou juste une puissance extractiviste aux mains de grandes firmes multinationales qui ont la capacité de déployer sur l'étendue du monde un capitalisme extractiviste, écocidaire, anthropique, et comment en faire un espace de savoir et de savoir-faire qui répondent à des finalités que nous valorisons. Donc du coup, d'où la réflexion sur l'économie politique de la dignité avec une tentative de mettre en contenu dans le concept de la dignité, bien qu'il ne soit pas exhaustif, mais qui recouvre un contenu qui me semble pouvoir faire l'objet d'un consensus large. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi les catégories du mieux-être, des libertés, de la santé, de l'éducation, d'un certain nombre de points qui me semblent être, ils peuvent faire l'objet de discussions et de débats, mais qui me semblent pouvoir faire aussi l'objet d'un consensus, je dirais, minimal. Donc ça, c'est un début de réponse. Alors, l'économie du vivant que je propose, elle ne dit pas, en fait, qu'il faut s'occuper du vivant et ne pas répondre aux besoins des humains. Ce qu'elle dit, c'est qu'on est capable de répondre aux besoins des communautés humaines de manière adéquate, tout en n'entravant pas la capacité de la coévolution de toutes les entités du vivant. On peut répondre aux besoins en mettant en œuvre une économie qui est négantropique et que les expériences existent, les outils existent. Ça relèverait de choix politiques et peut-être d'une révolution des imaginaires et de notre rapport avec ce que nous pensons être l'économie. Et que on peut réinterroger la catégorie d'une économie qui est exclusivement anthropocentrée et on n'est pas obligé de faire un choix qui exclut un choix binaire qui dirait que si nous avons besoin de répondre à nos besoins, il nous faut obligatoirement consentir à la destruction du biotope. De mon point de vue, il y a une autre articulation qui ne nous renvoie pas à cette dualité-là. Le choix, ce n'est pas progrès industriel versus écocide. Et c'est là où l'effort de la forge est intéressant, remettre l'économie comme ordre du savoir dans une forge, repenser ses finalités, repenser sa critériologie, repenser ses moyens d'action, repenser sa catégorie, repenser ses rapports aux différentes communautés des existants. Et ça me semble être un chantier que les économistes peuvent entreprendre, pas seuls, mais dans un dialogue avec les sciences du vivant, les sciences de la nature, et renouer même avec une idée originelle, initiale, séminale, quand l'économie n'était pas encore dans une faculté séparée dans les universités. Au début du 19e siècle, l'économie était dans les facs de philosophie morale. Et ce n'est qu'avec Pareto Valras qu'elle a commencé à se séparer et à devenir une discipline autonome. Mais au départ, les utilitaristes de l'époque et les philosophes de l'époque avaient une vision de comment faire pour justement quoi répondre au bien-être du plus grand nombre, etc., etc. Et donc, la tension éthique de la discipline économique à ses débuts peut redevenir un objet de questionnement dans ses moyens et dans ses pratiques. Et j'indique là aussi des pistes, quoi. J'indique des pistes, mais encore là, c'est une forge. Il n'y a pas un programme précis de comment le Sénégal ou un pays d'Afrique va aller vers une transition énergétique, extra, extra. Mais ces dimensions-là me semblent être la dernière expression de la praxis. Et ce dont je me suis rendu compte en cours de réflexion, c'est que même si on a un désir d'apporter une solution, on ne peut pas faire l'économie de poursuivre la réflexion du lieu de la fabrique de ces solutions. Et qu'il y avait encore, me semble-t-il, une étape intermédiaire, c'est de penser les fabriques, les forges de ce présent-là, puisqu'elles ne se donnaient pas d'elles-mêmes. Alors, la question de la souveraineté, pour moi, elle est intéressante parce que la manière dont je l'aborde dans le texte me semble être différent du slogan que brandissent les souverainistes de la souveraineté comme une catégorie absolue. Et je pense que, bien évidemment, il est légitime et c'est normal et c'est fondamental qu'on se pose la question de
la repossession de nos ressources, la repossession de notre capacité d'agir et d'être le sujet principal de notre histoire, et que c'est une question que l'on ne peut pas éluder. Et la manière dont je la pose, c'est d'en indiquer la nécessité, mais d'indiquer aussi que dans cette perspective-là, les questions subsidiaires, c'est comment nous gouverne-t-on, nous, qui a accès au pouvoir politique, quel est le rôle de nos élites comme interface entre notre rapport et le reste du monde, comme des fois n'étant pas à la hauteur de la défense de nos intérêts stratégiques, sécuritaires, politiques, économiques, etc., etc. Donc que ça pose des questions de gouvernementalité, des questions de contrôle citoyen, des questions de production d'élites qui, bon, je caricature rapidement, mais qui sont quand même pour l'essentiel compradors, et que ça soulève des questions qui articulent des complexités plurielles. Et j'invite une recherche académique à continuer le travail. Dans les années 70-80, il y a eu toute une réflexion sur les théories de la dépendance, etc., etc. Gunther Frank, Samir Amin, etc. Il me semble que cette réflexion-là s'est un peu arrêtée parce que les nouvelles formes de dépendance, elles sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus subtiles, différentes, elles ont évolué. Et comment les ressaisir à nouveau et voir comment est-ce que nous jouons le jeu à notre bénéfice dans un contexte où nous sommes interdépendants, parce que je pose la question de l'interdépendance, mais certaines nations le sont plus que d'autres sur des secteurs, et comment négocier notre rapport au monde dans des moralités qui nous sont bénéfiques. Et c'est ça qui m'intéresse comme question. Ce n'est pas juste de dire il faut être souverain, c'est de dire que signifie cela, et comment accroître l'autonomie, et comment jouer dans le jeu de l'interdépendance à notre profit, et quelles sont les questions que ça soulève. Qui définit les politiques économiques et symboliques, quels sont les acteurs, etc., etc. Jusqu'où va notre agency, et quelles sont les questions que ça pose en amont auxquelles nous devons nous confronter. Si je veux une économie du bien-être, je dois me poser la question de qu'est-ce que je fais avec l'économie de la prédation, et comment je négocie un rapport en dehors d'une économie de la prédation. Donc, etc., etc. Donc, mais je réaffirme que c'est une question fondamentale, on ne peut pas l'éluder, même si on est dans un monde interdépendant. Mais être le sujet de son histoire, c'est avoir la capacité de choisir ses options, de choisir ses priorités, et de consacrer du temps et de l'énergie vers ses finalités, et d'être ce qui détermine majoritairement la dynamique dans laquelle on est inscrit, même si on est bien conscient que nous ressortissons d'une histoire globale et connectée, mais nous avons des espaces et des territoires d'autonomie, de liberté qu'il faut exercer. Mais pour finir là-dessus, c'est vraiment une question catégorielle que je pose, et j'interroge comment l'articuler. Je pense que Mohamed, tu as raison sur la question des temporalités et du temps à venir. Donc, je viens de l'évoquer. Et peut-être tu as raison que peut-être le fil rouge ou bien l'obsession qui se cache derrière la réflexion que je tente, c'est la question de la transmission. C'est la question de qu'est-ce qui passe d'un temps à un autre, d'une époque à une autre, d'une génération d'existants à une autre dans une société. Qu'est-ce qui accroît la vie, sa maturité, sa densité, sa force? Et qu'est-ce qui fait que nous héritons d'un certain nombre de dispositifs, nous héritons d'épistémés, nous héritons de savoir-faire, de savoir-être. Nous sommes des individus, nous ne sommes pas que des individus, nous sommes le résultat d'un réseau de relations et de capacités d'être, et que peut-être l'une des questions que nous posons dans nos espaces de travail, c'est à quoi contribuons-nous? Et je pense que l'université est un bel espace, puisqu'on a le privilège de penser les humanités, les sociétés, les savoirs, les défis que pose la vie en collectivité, et quelles réponses y apporter. Et, et, je, et je pense que fondamentalement, la question de l'épistémologie, des épistémés, et de ce qui accroît la qualité, le sens, la maturité, la densité de la vie, est peut-être la question sous-jacente fondamentale, qui se dit sous divers avatars, sous divers visages, et qui revient. Et je suis assez d'accord avec ça. Euh, Blondin, euh,
je suis d'accord avec ta réflexion sur Ernst Bloch, sur l'utopie, sur l'utopique de Miguel Abensour, sur le rapport entre utopie, transformation comme sociale, activité, sur le fait de réactiver des possibilités qui sont déjà là. Je pense il y a quelques aspects de cette réflexion que j'engage déjà dans Afrotopia. Et la question de la cure, c'est une question vraiment importante que tu poses. C'est une question aussi très délicate. Euh, Karima Lazali, qui est une psychanalyste algérienne, a écrit un ouvrage qui s'appelle Le trauma colonial. Elle montre comment une génération qui n'a pas vécu la guerre d'Algérie peut être affectée par le trauma du fait colonial, qui ne commence pas durant la guerre d'Algérie. On peut remonter jusqu'à la conquête de l'Algérie à partir de 1830, et que ce trauma-là peut se transmettre, s'il n'est pas soigné, de génération en génération, y compris dans l'espace du silence et dans l'espace du non-récit, et que peut créer des difficultés d'être. Probablement, certainement, il y a quelque chose à continuer à guérir dans l'expérience qui a été la nôtre d'une aliénation et de dépossession multiples pendant quelques siècles, tout en ne résumant pas notre histoire à ce moment-là, mais le moment le plus récent de l'histoire récente charrie dans nos vécus la nécessité de soigner au niveau psychique un certain nombre de traumas. Je ne dis pas que tout le monde est malade, hein. Il y a des gens qui sont en super bonne santé et qui n'ont rien à soigner, mais probablement, quelque part, dans les interstices de nos rapports au monde, il y a aussi des choses à soigner. Et la question difficile que tu poses, c'est justement, est-ce qu'il faut de l'obstétrique ou est-ce qu'il faut de la chirurgie et de l'amputation? Le sentiment que j'ai, c'est qu'on le veuille ou pas, nous sommes des sujets qui sont devenus le résultat de leur histoire multiple et plurielle. Et que fondamentalement, je ne crois pas que nous ayons une identité culturelle unitaire, authentique, non hybride. Je pense que nous sommes le résultat de ces rencontres-là. Et que l'autre, qui était autre, est désormais quelque part en nous-mêmes. Et que la question difficile, c'est que faire avec l'autre en nous, quand l'autre est sous la peau. D'ailleurs, la langue que nous utilisons aujourd'hui pour faire cette conversation prouve bien que l'autre est sous la langue. Ouais. Et c'est ce que Valentin Moudimbe explore dans L'odeur du père, en se posant la question de savoir, même si le père n'est plus là, son odeur est persistante. Si on a envie de produire des sciences sociales totalement africaines, comment on crée un écart fécond, mais est-ce que l'écart peut créer? Et peut-être la question, c'est la réinvention, c'est la synthèse assumée, c'est achever les synthèses et choisir une forme d'assimilation créatrice, et peut-être choisir activement la part de l'autre que nous nous approprions, et nous poser la question de qui voulons-nous devenir à l'aune de nos multiples héritages, et comment faire la paix avec nos multiples héritages. Et je crois que la question de l'identité et de la pureté de l'identité se pose souvent. Elle me semble, je la comprends, je comprends qu'elle relève du trauma de la négation de qui nous étions, mais il me semble que la question de qui devenons-nous, qui voulons-nous devenir, me semble beaucoup plus intéressante que celle de savoir qui sommes-nous dans une pureté imaginée. Et si je prends le peuple sérère, c'est un peuple ancien, si on en croit les travaux de Cheikh Anta Diop qui remonteraient de l'Égypte antique, mais qui a passé son temps à s'hybrider, à se métamorphoser, à se changer tout en restant lui-même. Et peut-être il a pu demeurer dans le temps parce qu'il a su changer, il a su devenir incessamment avec les apports des autres peuples qu'il a rencontrés, en gardant quelques éléments qu'il estimait fondamentaux et essentiels. Donc, cette forme de métamorphosis dans le temps me semble être une donnée de la dynamique de la composition des identités des groupes humains, et que fondamentalement, nous répondons à un besoin d'expression d'une identité qui aurait été niée, nous sommes pris dans les processus de métamorphose du devenir incessant. Et peut-être qu'à un moment donné, on doit juste admettre, comme le disait Mazrui, que nous sommes à la croisée de plusieurs bibliothèques, de plusieurs épistémés, celle arabo-musulmane, celle négro-africaine, celle occidentale, et que nous sommes le résultat de ces rencontres-là, et nos identités se font à la croisée de ces rencontres, et que c'est à nous d'en faire quelque chose. Et peut-être on poserait des questions différentes
que celle de l'amputation, mais celle du soin et celle de comment est-ce qu'on fait le tri dans cette pluralité et que l'on aille à des processus qui sont des processus d'assimilation créatrice et qui sont des processus d'autopoésis, d'autocréation avec des éléments qui ne sont pas des éléments ex nihilo, puisque à part le transcendant absolu, nul ne crée ex nihilo. Et que, justement, comment faisons-nous la paix avec ces différentes composantes-là? Donc, que peut-être que c'est moins radical que l'amputation. Adia, je pense que tu as raison de poser la question de qui est le sujet et de qui définit les finalités. Et c'est une question délicate dans les sociétés. Et j'aurais souhaité, dans une vision de démocratie horizontale, que les finalités soient l'objet d'une grande délibération, que tout le monde y participe et qu'on puisse collectivement décider de la destination, des buts, des objectifs. Mais je pense qu'on doit reconnaître que les élites ont un avantage disproportionné dans la définition des finalités sociétales. Les gens qui dirigent, qui prennent les grandes orientations de politique. Là, j'entends qu'il y aura une révision constitutionnelle et que les députés sont à l'Assemblée, sont en train d'amender les articles. Je suis d'accord. Mais cette constitution-là qui va être révisée n'est pas l'objet d'une délibération nationale à toutes les échelles de la société. Et pourtant, elle va régir notre vie politique pour les années à venir. Mais ça reste quand même dans l'espace et ça reste l'apanage des élites politiques, intellectuelles, culturelles, économiques, financières, heureusement ou malheureusement, de définir encore les grandes orientations collectives que nous prenons. Et ça, c'est un constat. Je ne l'avalise pas, je ne pense pas que ça doit être comme ça, mais en tout cas, c'est le constat que je fais. Et bien évidemment, j'appelle de mes vœux que l'espace d'autodéfinition des finalités et des buts soit un espace le plus démocratique possible, le plus transversal, etc., et un espace qui articule une pluralité. Et j'indique que le Bidima évoque des pistes là-dessus, autour de sa reconceptualisation philosophique de la palabre. C'est pas juste un espace de discussion, c'est un espace où on gère le dissensus, où on gère dans la société des ententes provisoires, où on gère des compromis, et comme il le dit, comme promis, de reprendre la discussion plus tard. Et c'est un espace où la société définit son ailleurs et définit l'espace de dialogue et de délibération qui est le sien, qui est devant lui, mais définit des ententes provisoires à mi-chemin pour continuer à avancer dans son mouvement social. Et il estime que justement le politique en Afrique s'est beaucoup intéressé à l'État et très peu à la question de comment vit-on ensemble et comment règle-t-on les différents, comment crée-t-on un espace de compromis. Il met un tiret entre le con et le promis pour indiquer la promesse de la délibération continue et constante, et que la palabre, dans sa vision, ne relève pas de l'unanimisme des régimes autoritaires, mais relève de la capacité de gérer le dissensus. Et le dissensus comme moteur de l'aventure sociale. Donc, il esquisse, donc c'est pour ça que je le convoque et que je l'invite dans la discussion, il esquisse un espace de délibération qui permet de produire un rêve collectif, Benjamin. Une utopie n'est fonctionnelle que si elle relève d'un rêve collectif. Mais je suis d'accord avec toi que la question de qui habite ce rêve, d'où est-ce qu'il vient, ou quels sont les rêves qui sont prépondérants dans le rêve collectif est une question absolument importante et fondamentale. Comment distinguer savoir et information? Je pense qu'on est dans juste une piste à la lumière de la lecture d'un sociologue qui s'appelle Gerald Bronner, qui a écrit un texte qui s'appelle L'Apocalypse cognitive. Donc, il distingue bien évidemment information de savoir. Si je traverse la rue, si je suis devant une rue et qu'il y a un feu rouge qui passe au vert, j'observe que le feu clignote, il est rouge, et puis à un moment donné, il est vert, et que mon attitude ne change pas. Je ne fais qu'observer cela, je suis au bord de la route. C'est une information. Quand le feu passe au vert et que je traverse, ça devient un savoir. J'ai compris que le vert me disait qu'il fallait traverser et le rouge disait « arrête-toi ». Et ce que Gérald Bronner dit, en gros, c'est que ce dernier siècle, la quantité d'informations que nous avons eues est beaucoup plus importante que celle que l'humanité a produite depuis ses débuts jusqu'au début du XXe siècle. Et qu'avant, la bonne
information, la bonne idée, chasser la mauvaise idée. Et que ce n'est plus le cas. La saturation de l'espace informationnel a rendu équivalent les bonnes informations et les mauvaises informations et a rendu difficile le tri entre le savoir, la fake news, l'information manipulée, etc., etc. Et que nous serions dans ce qu'il appelle une apocalypse cognitive où le trop plein de quantité d'informations conteste la curation de ce qu'on appelle un savoir, puisque le savoir est passé par des instances de validation, de légitimation, des filtres. Contre l'erreur, le savoir s'interroge sur ce qu'il sait et comment il le sait, et comment éviter l'erreur, et c'est ce qu'il ne sait pas. Et que justement, que l'un des défis que nous avons aujourd'hui, en tout cas les universités, les espaces qui veulent produire des savoirs attestés, c'est de faire face au trop plein d'informations qui n'est pas curé, qui ne relève pas d'une démarche curatoriale pour distinguer le vrai du faux, etc., etc., etc. Donc, c'était juste une indication, une piste. Il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées. Je ne veux pas être beaucoup plus long. Je veux juste, voilà, indiquer quelques pistes de réflexion que je partage avec vous et me prêter au jeu des questions de l'assistance. Donc, je m'en limiterai là. Et une fois de plus, un grand merci pour le temps, l'effort, l'énergie que vous avez pris pour engager ce dialogue de manière sérieuse autour de la proposition que je vous fais.